អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, comme l'a informé la Chambre aux partis et au public la semaine dernière, nous allons entendre le témoin TCW 320. Avant de faire entrer le témoin dans le prétoire, la Chambre demande au greffier de faire son rapport sur la présence des parties et des personnes concernées par les audiences d'aujourd'hui. Le greffier. Monsieur le Président, aujourd'hui, 1er octobre 2012, toutes les parties sont présentes à l'exception de l'accusé Yang Sari. Yang Sari est absent pour des raisons de santé. Sa défense a remis le document E229, document par lequel l'accusé demande à pouvoir renoncer à sa participation pour entendre le témoin TCW 320. Le témoin est dans la salle d'attente et confirme qu'à sa connaissance, il n'a aucun lien de parenté ou par alliance avec l'un des trois accusés ou l'une quelconque des parties civiles. Le témoin a prêté serment ce matin. Monsieur le Président, je vous informe aussi qu'il n'y a pas de témoin additionnel pour l'instant. Le Président. Merci. La Chambre est saisie d'une demande de l'accusé Yang Sari qu'il présentait, c'est-à-dire par sa défense. Et dans cette demande, il indique qu'il renonce à entendre TCW 320 parmi les 7 autres auxquels il renonce à participer. Donc en date du 28-2012, la Chambre a reçu un rapport qui confirme que Yang Sari reçoit des traitements à l'hôpital. Yang Sari demande à pouvoir être absent pendant la déposition de ses témoins pour les soins qu'il reçoit à l'hôpital. Il est toutefois apte mentalement. La Chambre fait droit à la demande de Yang Sari. Et pour entendre le témoin TCW 320, le témoin pourra déposer en l'absence de l'accusé. Cela est conforme à la règle 84, alinéa 5, qui indique que pour des circonstances de santé ou autres circonstances exceptionnelles, l'accusé peut demander à pouvoir être absent. Veuillez maintenant faire entrer le témoin.
រុនសួស្តីសាក់សីតើលោកឈ្មោះ Le président, bonjour, monsieur le témoin, comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Q N. Question. Je vous remercie. Avez-vous d'autres noms ou surnoms révolutionnaires? En particulier, un nom que vous auriez utilisé pendant la période de 75 à 79. Veuillez attendre que le voyant rouge s'allume pour répondre. Cela signifiera que votre micro est allumé. Réponse. Je n'ai pas d'autre nom. C'est mon nom à la naissance et c'est le nom que j'employais pendant la période révolutionnaire. Question. Quel âge avez-vous? Réponse. Je suis né en 1958. Question. Pouvez-vous nous dire où vous résidez aujourd'hui? Réponse. J'habite à Pailin, dans le village de Wot, le 104 de Pailin, la ville de Pailin. Question. Quelle est votre profession? Réponse. Je suis fonctionnaire. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Il s'appelle Kyo-on et ma mère Kum-kon. Question. Merci. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Kun Chanti. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 5 enfants. Le président. Merci beaucoup. Monsieur Q-un, le greffier a indiqué qu'à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté ou par alliance avec des parties civiles ou les accusés. À savoir Noon Chea, Yang Sari et Kyu Sampan. Est-ce exact? Réponse. En effet, je n'ai aucun lien avec aucune de ces personnes. Question. Le greffier a aussi indiqué que vous aviez prêté serment. Ce matin même, avant d'entrer dans le prétoire. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est déjà fait. Le président. La Chambre souhaite vous informer de vos droits et responsabilités en tant que témoin. Monsieur Q.N., à titre de témoin devant cette Chambre, vous pouvez refuser de répondre à des questions ou faire des commentaires qui tendraient à vous incriminer vous-même. C'est votre droit, votre garantie contre l'auto-incrimination. Autrement dit, si vous jugez qu'une question vous invite à donner une réponse qui tendrait à vous incriminer, vous pouvez refuser de répondre. Toujours en tant que témoin, vous avez le devoir de répondre à toutes questions qui vous seront posées par les juges ou les parties, sauf l'exception que j'ai mentionnée, à savoir l'auto-incrimination. Et vous devez dire seulement la vérité que vous avez vue, que vous avez su, que vous avez vécue, ou que vous avez observé directement. Vous devez avoir connaissance des faits
évoqués dans les questions qui vous sont posées. Comprenez-vous ces droits et responsabilités? Réponse. Oui, je comprends ce que vous venez de me dire, Monsieur le Président. Question. Monsieur Q. N. Avez-vous déposé devant les co-juges d'instruction, ou plutôt, avez-vous été interviewé par des enquêteurs travaillant pour le compte du bureau des co-juges d'instruction, et le cas échéant, combien de fois et quand? Réponse. J'ai parlé au personnel des CETC une fois, et c'était à Pailin, au café Chamkar. Mais je ne me souviens pas de la date. Je ne me souviens pas de la date exacte. Le président. Merci. Et avant de venir déposer aujourd'hui, avez-vous lu ou entendu le procès-verbal de votre audition, c'est-à-dire le procès-verbal de l'audition qui a eu lieu au Café Chamkar à Pailin? Et cela correspond-il à vos souvenirs des événements ou de ce que vous avez dit? Réponse. Le procès-verbal de cet entretien, je me souviens du contenu. Je ne me souviens pas de tous les détails de l'entretien. Mais en le lisant, cela m'a rafraîchi la mémoire. Et j'ai confirmé ce qui était écrit dans ce procès-verbal. Question. D'après vos souvenirs, donc, ce procès-verbal que vous avez lu, pour vous rafraîchir la mémoire, est-il fidèle à ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction à Pailin au café Chamkar? Réponse. Je suis d'accord avec le contenu pour certaines parties, et pour d'autres parties dont je n'ai pas été témoin direct, je ne peux donner de détails sur ces événements. Le président. Merci, monsieur le témoin. La Chambre rappelle à l'accusation qu'elle prendra la parole en premier. Les procureurs et les parties civiles se partageront une journée pour l'interrogatoire de ce témoin. Vous avez la parole. Le procureur. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame, messieurs les juges, chers collègues et tous ceux ici et aux alentours. Bonjour, monsieur Q.N. J'ai des questions à vous poser au sujet des événements dont vous vous souvenez, c'est-à-dire les événements survenus pendant la période du Kampuchea démocratique. Dans le procès-verbal de votre audition de témoin, consigné par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, il s'agit du document E3, barre 438.
ERN en khmer 00 37 34 30. En anglais 00 37. Permettez-moi de répéter 00 37 58 71 à 72 et en français 00 42 64 38. Vous indiquez donc que vous avez rallié au mouvement révolutionnaire en 73. Interprète signale que c'est la page qui termine par 28. Vous étiez mouvement de réserve de 73 à 75. Pouvez-vous donc indiquer où vous étiez lorsque vous étiez membre de la milice et des forces de réserve? Réponse. Monsieur le Président, permettez-moi de répondre à la question. Je me suis joint au mouvement révolutionnaire qui par la suite a porté le nom de Kampuchea démocratique et je m'y suis joint en 73. À l'époque, mon village avait été attaqué, des maisons avaient été brûlées. Les forces révolutionnaires voulaient que des jeunes se joignent à la révolution. Et comme je l'ai dit lors de mon interview, je ne voulais pas me rallier à ce mouvement. Et évidemment, je ne savais pas où aller, ma maison avait brûlé, j'ai finalement rejoint ce mouvement. Certains sont allés dans les forces militaires, moi je ne voulais pas. On m'a demandé donc d'entrer dans les rangs de la milice du village, de la commune. Ça va pour l'interprète. Et si nos forces étaient nécessaires, on nous enverrait de la commune au district. Moi, comme milicien de la commune, j'ai monté la garde donc au village et dans la commune. Question. Vous venez de dire que vous êtes devenu milicien, mais que vous alliez devenir soldat plus tard. Quel type de soldat? Et à quel groupe apparteniez-vous? Réponse. Je suis devenu soldat, mais je ne me souviens pas de la date à laquelle je suis passé de milicien à soldat. À l'époque, le district avait besoin... À l'époque, plutôt, si le district avait besoin de nous, ils envoyaient un message à la commune, et c'est la commune qui nous transférait au district. Je ne me souviens pas quand exactement je suis devenu soldat. Question. Quand vous êtes devenu soldat, à quelle unité étiez-vous rattaché? Réponse. Quand j'ai quitté la commune pour me rendre au district, nous étions des fois connus sous le nom de milice du district, mais nous étions des soldats de district.
l'époque, le district s'appelait Kampong Leng. J'y suis resté jusqu'au 17 avril, dans ce district. Question. Alors que vous étiez soldat au district de Kampong Leng, votre groupe était-il subordonné à une autre unité ou à une division? Réponse. D'après ce que j'avais compris, chaque district avait des soldats. Pour assurer la protection. Et les provinces, qui à l'époque on appelait les secteurs, lorsqu'un secteur en avait besoin, il envoyait des instructions au district et demandait ce que les forces... Et le district, au besoin, transférait les instructions à la commune. À l'époque, moi, je faisais partie d'un bataillon au niveau du district. Question. Toujours dans votre procès-verbal, le document E3/438, on indique que votre village natal était après Ki, district de Kampong Leng, de la province de Kampong Chhnang. Pouvez-vous nous dire quelle était la distance qui séparait votre village natal de la ville d'Udong? Réponse. Je ne comprends pas votre question. Vous me demandez la distance qui sépare mon village de la ville d'Udong? Question. Je veux savoir quelle est la distance qui sépare votre village natal de la ville d'Udong? Quelle distance? Combien de kilomètres? Réponse. Je ne connais pas la distance. Question. Toujours dans votre procès-verbal. E3/438. ERN en Khmer 00 37 34 31. En anglais 00 37 58 72. Et en français 00 42 64 78. Vous indiquez que la situation dans le village à l'époque il y avait des forces révolutionnaires et des militaires de l'ONOL il y avait des combats entre ces deux forces. Vous souvenez-vous quand ces combats ont eu lieu? Réponse. Quand il y a eu des combats entre les forces de l'ONOL et les forces révolutionnaires, je ne me souviens pas de la date exacte. C'était en 73. Quand les soldats américains
ont retiré leur aviation et c'est à cette époque que les soldats de l'ONU ont eux aussi dû se retirer de la région. ជឿថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ជូន Question. Vous a-t-on jamais envoyé sur le champ de bataille pour vous battre contre les soldats de l'ONOL? Réponse. Oui. J'ai été présent sur les champs de bataille dans le district de Kampong Leng, dans mon village natal, pour lutter contre les forces de l'ONOL. Question. Lorsque vous combattiez sur le champ de bataille contre les forces de l'ONOL, est-ce que votre bataillon a capturé des soldats de l'ONOL et le cas échéant, que sont-ils devenus? Réponse. Lors des batailles, je n'ai pas observé de soldats de l'ONOL qui ont été capturés. Il y avait des conflits, mais je n'étais pas au courant si des soldats de l'ONOL ont été capturés ou pas. Question. Et le 17 avril 1975, où habitiez-vous ce jour-là? Réponse. Le 17 avril 1975, qui est la date qui marque la victoire des Khmers rouges, j'habitais le long du fleuve dans le district de Kampong Leng. Nous étions en alerte en permanence parce qu'il y avait des combats à l'horizon. On nous a dit que nous avions remporté la guerre, mais moi, je devais rester en alerte malgré cette annonce de victoire. Question. Dans le district de Kampong Leng, lorsque vous y étiez, vous a-t-on parlé de l'évacuation de la population de Phnom Penh? Et si oui, à quel moment vous a-t-on parlé de ce phénomène? Réponse. On m'en a effectivement parlé. Je n'ai pas été témoin de ce déplacement de population. J'ai observé l'arrivée de nouveaux venus dans mon village et d'autres personnes m'ont appris qu'ils avaient été évacués des villes provinciales vers mon district. Question. Dans votre village natal, là où vous avez observé l'arrivée de ces citadins venant des villes de province, avez-vous observé l'arrivée de nouveaux venus arrivant de Phnom Penh? Réponse. Non. J'ai simplement vu des personnes évacuées de villes de province. Je ne sais pas s'il y avait des gens arrivant d'ailleurs. Question. Pourriez-vous
décrire devant cette chambre la situation générale concernant l'arrivée de ces évacués, de ces gens du peuple nouveau, lorsqu'ils arrivaient dans votre district. Comment cela se passait? Réponse. Au sujet de l'évacuation, je n'avais pas connaissance de l'organisation de cette évacuation. J'ai simplement vu ces nouveaux venus arriver, mais je ne savais pas s'il y avait des gens de Phnom Penh. Je n'étais pas chargée de l'évacuation des villes de province. J'étais responsable de la coordination de l'arrivée de ces gens dans mon district. Question. Qui vous a dit de vous occuper de l'arrivée de ces évacués des villes de province arrivant dans votre district? Qui vous l'a ordonné? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre microphone soit allumé, sinon nous ne pourrons vous entendre. Le témoin. D'après mes souvenirs, c'était mon superviseur ou les superviseurs de mon équipe qui m'ont donné l'ordre de faciliter l'arrivée des évacués dans notre district. Question. Qui étaient les chefs de votre équipe ou de votre groupe, ou plutôt ces personnes qui étaient les chefs de votre groupe, que vous ont-ils ordonné de faire exactement? Vous en souvenez-vous? Réponse. Je ne me souviens que de certains événements. Il m'a ordonné d'intégrer les nouvelles forces arrivant dans le district et a ordonné que les forces déjà présentes les acceptent. Par la suite, les personnes ont été obligées de construire des barrages ou des digues. Question. Lorsque vous vous occupiez de l'arrivée des nouveaux venus, est-ce que ces personnes ont été intégrées au sein des coopératives de la commune? Réponse. Oui. Il existait des coopératives au sein des communes et les évacués ont été intégrés au sein de ces coopératives. Question. En ce qui concerne ces évacués nouvellement arrivés dans votre village natal, savez-vous si ces évacués ont été contraints de rédiger leur biographie? Réponse.
n'étais pas au courant de cela. Cela relevait peut-être de l'autorité de la commune. Je ne sais pas ce qu'il faisait avec les biographies des évacués. Question. Je vais passer à un autre sujet concernant votre propre biographie préparée après le 17 avril 1975. Dans le document E3/438, en Khmer 0037 34 31, en anglais 0037 58 72 et en français 0042 64 29. Vous avez dit devant les co-juges d'instruction, devant les enquêteurs, que vous avez reçu une formation en télégraphie à la fin de l'année 1975 ou début 1976. À quel moment avez-vous été transféré pour travailler à Phnom Penh? Réponse. J'ai été transférée depuis les provinces vers Phnom Penh. Je ne me souviens pas de la date exacte. Lorsque je suis arrivée à Phnom Penh, au début, j'étais stationnée proche du Palais Royal. C'était vers la fin de la saison des pluies. Et lorsque j'y ai été transférée, j'y suis restée environ une demi-heure avant d'être nommée à d'autres endroits, comme je l'ai déjà indiqué dans mon audition. Question. Donc, lorsqu'on vous a envoyé travailler proche du Palais Royal pendant une demi-heure, qu'est-ce que vous étiez censé faire à cet endroit? Réponse. D'après mes souvenirs, à cet endroit, on ne m'a rien donné à faire. Je ne faisais qu'attendre pour connaître mon lieu d'affectation, car je ne savais pas à quel endroit j'étais affectée. Question. Lorsque vous attendiez à cet endroit, saviez-vous qui était le chef de cet endroit où vous vous trouviez? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je regrette. Je ne me souviens pas du nom du chef, ni du nom du bureau de cet endroit. Je venais d'arriver à Phnom Penh et on m'a envoyé là-bas. Je ne me souviens pas du nom de cet endroit. Question. Rappelez-vous du nom de la personne qui était responsable de cet endroit. Donc vous dites ne pas vous rappeler du nom de l'endroit. Qu'en est-il du responsable? Réponse. Non, je regrette. J'étais nouvellement arrivée. Je ne connaissais pas le chef. Question. Par la suite, on vous a envoyé au ministère de la propagande. Savez-vous qui vous a affecté à ce ministère? Réponse. Je ne le sais pas. Ils m'ont accompagné en moto. Ils m'ont dit
que je devais aller travailler avec un dénommé Poir. Question. Quel était le nom complet de Poir? Réponse. À cette époque, je ne savais pas qui était le frère Poir. C'est la personne qui m'a accompagnée qui me l'a dit en me répondant lorsque je lui ai demandé où on m'emmenait, et il m'a dit que j'allais travailler avec Poir. Il m'a déposé devant un bureau qui était le ministère de la propagande et je suis restée à cet endroit. Question. Quelles étaient les fonctions du frère Poir à cette époque? Le saviez-vous? Je ne le savais pas. J'y suis restée pendant quelques mois. Je ne savais pas qui était Poir. Je ne l'ai pas rencontré en personne. Ce n'est simplement qu'au bout de quelques mois que j'ai appris qui était Poir. Question. Donc, au bout de quelques mois d'affectation au sein de ce ministère, vous avez appris l'identité du frère Poir. Donc, pouvez-vous décliner son identité et ses fonctions? Réponse. Je n'avais de cesse à demander à mes collègues qui était le frère Poir. Et par la suite, mes camarades m'ont dit que le frère Poir était Monsieur Hunim. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je travaillais sous Hunim. Question. Quelle était la fonction de Hunim à cette époque? Réponse. C'est auprès de mes camarades que j'ai appris qu'il était le ministre de la propagande et de l'information. Question. Pour revenir un petit peu en arrière, lorsque vous avez quitté votre village natal, savez-vous qui a décidé de vous faire partir de votre village pour aller à Phnom Penh? Réponse. Je ne savais pas qui avait ordonné mon transfert. J'étais la seule personne ayant été transférée à Phnom Penh. Mes collègues dans mon village natal n'ont pas été transférés, j'étais la seule. J'étais le seul. Question. Vous avez dit que quelqu'un vous a fait transférer à Phnom Penh. Sauriez-vous identifier cette personne? Réponse. Je ne le savais pas.
mon supérieur direct m'a autorisé à quitter mon village natal. Mais je ne savais pas qui des échelons supérieurs a donné l'ordre pour me faire partir à Phnom Penh. En fait, je ne voulais pas partir et laisser mes camarades. Mais par la suite, j'ai appris qu'ils m'obligeaient d'y aller. Je ne savais pas pourquoi on m'envoyait à Phnom Penh. Question. Vous dites qu'ils vous ont obligé de quitter votre village natal. Donc en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est qui a donné l'ordre vous obligeant de partir de votre village natal. Réponse. Je ne savais pas qui des échelons supérieurs avait donné cet ordre. À cette époque, je faisais partie d'une compagnie et mon supérieur direct m'a ordonné de partir. Lui avait la responsabilité de 100 soldats. Et comment s'appelait votre supérieur direct au sein de cette compagnie? Réponse. Mon supérieur direct s'appelait Prime. Il venait du même village que moi. Il est décédé. Question. Rappelez-vous le nom de la compagnie? Le commandant de la compagnie s'appelait Prime. Moi, je l'appelais Prime. Je ne connaissais pas son vrai nom. Question. En fait, j'aimerais connaître le nom de la compagnie et non pas le nom de son commandant. Quel était le titre de cette compagnie? Réponse. À cette époque, dans ce district, il y avait 3 compagnies. Celle que dirigeait Prime était la compagnie 33. Question. D'après le procès-verbal d'audition, le document E3 bar 438, à la page en khmer 0037 34 31, en anglais 0037 58 72 et en français 0042 64 29. Vous avez dit à l'enquêteur du bureau des co-juges d'instruction avoir travaillé au bureau K3 au sein du ministère de la Propagande et de l'Information. Pourriez-vous nous dire où se trouvait ce bureau? Réponse.
cela ne reflète pas bien là où j'ai travaillé. J'ai travaillé à K33 et non pas à K3. Lorsque j'étais dans mon district. Et par la suite, je suis restée à K33. L'accusation, oui. Permettez-moi de corriger. C'était bien le bureau K33 et non K3. Pourriez-vous dire à la Chambre où se trouvait ce bureau? Réponse. À cette époque, le bureau K33 se trouvait à côté du lycée Descartes, devant le stupa de Preasak. Chakdumuni. Question. Combien de personnes travaillaient au bureau K33? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre exact de personnes qui y travaillaient, mais je savais combien de personnes travaillaient dans ma section, dans mon service. Question. Qui était le chef du bureau K33? Vous souvenez-vous de son nom? Réponse. Le chef du bureau K33, lorsque j'y suis arrivée au début, était Sam. Question. Dans le procès-verbal de votre audition par les enquêteurs du BCIG, toujours le document E3/438, à la page en khmer 0037 34 31, en anglais 0037 58 72 et en français 0042 64 29. Vous avez dit aux enquêteurs qu'après votre formation, vous avez été affecté au bureau chargé d'enregistrer les diffusions d'informations provenant de l'étranger. Combien de personnes travaillaient au sein de ce service, d'après vos souvenirs? Réponse. En ce qui concerne mes responsabilités personnelles, en fait, il y avait 3 parties. Il y avait une période de formation. On m'a formé à préparer des télégrammes, mais en même temps, je devais intercepter des nouvelles et des informations. Mais je ne parlerai que de mon propre travail. D'après mes souvenirs, au début, nous étions que 3 personnes. La 4e personne était mon supérieur direct. Question.
Comment s'appelait votre supérieur direct, celui qui était responsable de votre service? Réponse. Le responsable de mon service s'appelait Hall. Je ne connais pas ses autres noms. Je ne le connaissais que sous le nom de Hall. ខុសត្រូវរបស់លោក Question. Pour ce qui est de votre rôle pour l'enregistrement de nouvelles et de communication de l'étranger, quelles étaient vos tâches? Pouvez-vous nous décrire ce travail? Réponse. Laissez-moi vous donner quelques exemples sur la façon dont on procédait, avec laquelle on procédait la dernière fois. À ce moment-là, moi, je n'étais qu'un simple membre du personnel qui travaillait au sein de ce service, sous la supervision de Hall. Donc, je travaillais avec la machine qui interceptait les nouvelles et nous avions des quarts de travail. Donc, les 2 ou 3 personnes que j'ai évoquées tout à l'heure, nous avions chacun un quart de travail. Avant de faire le travail, j'ai dû apprendre à intercepter les nouvelles de l'étranger. Donc, nous avons été formés là-bas sur l'interception d'informations, puis ensuite, nous a formés à utiliser la machine. Question. Merci. Quel type de nouvelles ou de renseignements deviez-vous intercepter? Réponse. Je me souviens de certaines. À l'époque, je ne pouvais pas lire tout le contenu, mais il y avait, par exemple, des informations sur l'économie, on parlait de fèves. Donc, je comprenais certaines parties du contenu. Laissez-moi vous expliquer, Monsieur le Président. À l'époque, on captait les nouvelles qui provenaient de l'agence France Presse, de Reuters, UPE et aussi Singapour. Donc, voici certaines des sources de renseignements dont nous captions les ondes. Question. Et quel type d'équipement utilisiez-vous dans ce travail? Réponse. Quand je suis arrivé, les équipements étaient déjà installés et fonctionnels. On m'a dit que cela venait d'une ambassade. En fait, c'était différents outils et pièces d'équipement qui avaient été mis ensemble. Par exemple, 1 ou 2 pièces d'équipement venaient de telle ambassade et d'autres venaient d'une autre ambassade. Il y avait donc des machines, certaines étaient faites en Allemagne de l'Est, d'autres étaient faites en Angleterre. Et la machine fonctionnait tout seul.
on n'avait qu'à l'allumer. Et en fait, ce n'était que lorsque l'on envoyait des communications que l'on devait taper. Mais pour l'interception, lorsqu'elle recevait des informations, la machine dactylographiait le texte elle-même. Question. Que se passait-il lorsque vous captiez un renseignement ou une nouvelle importante? Réponse. Quand la machine s'arrêtait, je prenais l'imprimé et je l'amenais à une autre section. Question. Quelles étaient... les nouvelles que vous interceptiez étaient diffusées dans quelle langue? Réponse. On recevait des informations en français et en anglais. Merci. Au ministère de la Propagande et de l'Information, y avait-il un service de traduction? Par exemple, vous receviez des nouvelles en anglais ou en français et vous envoyiez ces informations à un service de traduction pour qu'il soit traduit en khmer? Réponse. Je savais qu'il y avait un tel service. Car l'imprimé qui sortait de la machine, il y avait plusieurs copies, car il y avait aussi des copies carbone. Donc je devais les envoyer à d'autres services, et je ne sais pas si ce service l'envoyait à un autre service à son tour. Il y avait aussi ceux qui écoutaient les émissions à la radio et qui vérifiaient ou qui contre-vérifiaient l'imprimé de la machine avec ce qu'ils avaient entendu à la radio. Le procureur. Monsieur le Président, je demande à pouvoir faire projeter un document à l'écran. Il s'agit du document E3/231. Il s'agit de procès-verbal de réunion tenue en 1976 au ministère de la Propagande et de l'Information. Le Président. Allez-y. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Ce document en khmer porte l'ERN 00 01 71 26 à 27, en anglais 00 18 33 62 et en français 00 32 39 31. Le titre de la section, il est écrit dans la section réservée à la sur la question de capter les nouvelles, il faut informer l'encart sur des événements importants. Il devrait aussi y avoir
une analyse qui permettrait à l'encart de prendre les mesures qui s'imposent. À 8h15 du soir, un messager direct de l'encart viendra chercher les nouvelles. C'est dans la section 2, les recommandations de l'encart au sujet de la poursuite de diverses nouvelles. Ma question est la suivante. Saviez-vous que l'encart avait donné les instructions suivantes au ministère de la Propagande et qu'il fallait envoyer un résumé des nouvelles importantes? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Je me suis concentré sur mes tâches. J'ai fait de mon mieux pour bien travailler, pour que les autres me voient comme un travailleur modèle. Donc je ne saurais vous dire quelles étaient les affaires des autres services. Merci, dit le procureur. Pour ce qui est de la deuxième tâche, telle qu'indiquée dans ce document, c'est-à-dire faire le suivi des nouvelles, et que si il y avait des événements importants, il fallait en faire part à l'encart pour lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent. Si votre service interceptait une nouvelle importante, quels étaient le type de mesures que vous deviez prendre? Réponse. Je n'en savais pas grand-chose. C'était l'affaire des autres services, et moi je ne me concentrais que sur mes affaires. Pour ce qui était des autres tâches qui ne m'étaient pas confiées, je n'y ai pas fait attention. Le procureur. Merci. Et alors que vous travailliez là-bas, avez-vous remarqué si quelqu'un avait un téléphone ou un autre moyen d'entrer en contact avec l'encart? Réponse. Moi, je ne voulais parler que de ce que j'ai vu et vécu. Et d'après ce que j'ai vu, il n'y avait pas de moyen d'entrer en contact avec l'encart. S'il y avait d'autres nouvelles ou d'autres renseignements qui concernaient d'autres services, c'était hors de mes connaissances. Merci. Vous avez dit à la Chambre que vous travailliez par quart de travail. Cela signifie-t-il qu'il y avait aussi un quart de nuit? Réponse. Pour le travail, en effet, il y avait une période de travail de nuit. Et si le travail n'était pas terminé, on pouvait prendre une courte pause pour aller prendre le dîner et ensuite y retourner. Et si c'est moi qui travaillais de nuit, j'allais remplacer la personne qui travaillait le soir. Question. Vous souvenez-vous?
des horaires et combien de personnes travaillaient à cette tâche? Réponse. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous parlez des changements de quart? J'ai déjà dit que l'on travaillait chacun selon notre travail. Par exemple, si quelqu'un travaillait 2 jours et devait être remplacé pour le dîner, donc moi j'allais le remplacer si elle devait aller prendre le dîner. Que voulez-vous savoir de plus à propos de l'organisation du travail? Question. Et vous dites que le travail était réparti par quart et qu'il y avait 3 ou 4 membres du personnel au sein de votre groupe. Donc la question était, travaillez-vous seul pendant votre quart de travail? Réponse. Une personne suffisait pour utiliser les équipements dans des circonstances exceptionnelles. Par exemple, parfois lorsqu'on travaillait de nuit, des fois, et il fallait que plus qu'une personne travaille pour éviter de s'endormir. Question. Les tâches de votre groupe étaient-elles d'intercepter les nouvelles et d'en faire rapport à vos supérieurs? Réponse, je ne sais pas. Tout ce que je savais, c'était ce qui concernait mon travail. Donc, je ne saurais vous dire ce qui se passait au sein d'autres organismes. ឥឡូវខ្ញុំចូលមកប្រធានបទមួយទៀតគឺចង់ដឹង Question. Laissez-moi passer à un autre sujet. Et ma question est la suivante. Vous souvenez-vous pendant combien de temps Hunin a-t-il été ministre de la propagande et de l'information? Réponse. Je ne me souviens pas quand il est devenu ministre. Mais il a été retiré en 1977. Et je ne saurais vous dire si c'était au début ou à la fin de l'année 77. Mais je suis certain que c'était cette année-là. C'était cette année-là qu'il a été remplacé. Mais je ne sais pas quand il a été nommé ministre. Merci, dit le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais pouvoir lire un extrait d'un document pour rafraîchir la mémoire du témoin. Il s'agit du document portant la cote E3 1 5 5 0 en Khmer 0078. Bon, en anglais 00 4 242925 242945. Document écrit par Hunim envoyé à différents frères à propos de son arrestation. Le président. Je vous en prie. Donc
documents envoyés à Bang Paul, Bang Noon, Bang Van, Bang Van, camarade Q et camarade Hem. Donc j'aimerais vous lire un extrait de cette lettre écrite par Hunim à ses dirigeants. Il est écrit: aujourd'hui, le 10 avril 1977, j'étais en train de préparer un programme radio pour célébrer l'anniversaire du 17 avril 1975, de la victoire du 17 avril. Le camarade Pang m'a téléphoné et m'a demandé de venir travailler avec l'Ankar. Et quand les camarades combattants sont venus m'arrêter, j'étais très surpris. Je ne m'y attendais pas. Donc cela rafraîchit-il votre mémoire quant à l'arrestation de Hunim en 1977? C'était avant le deuxième anniversaire de la victoire du 17 avril 1975. Réponse. À propos de l'arrestation de Hunim, comme je vous l'ai dit, je ne me souviens que de l'année. Et je ne savais pas grand-chose de son arrestation. C'est tout ce que je peux vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il a disparu cette année-là. Et je ne savais pas pourquoi il avait disparu. Merci, dit le procureur. Vous souvenez-vous, comment vous avez appris qu'il avait disparu? Réponse. Comme je l'ai indiqué dans mon interview, j'ai dit qu'après qu'Hunim avait été arrêté, Madame Youniat est venue au ministère. Il y a eu une réunion et l'on a expliqué quelles étaient les erreurs commises par Hunim. Je n'ai pas vu le document moi-même, mais la personne qui est venue et animé la réunion a parlé des aveux de Hunim et on a fait état justement de ces détails dans cette réunion et celles qui ont suivi les séances d'études aussi. Question. Pouvez-vous nous parler des réunions ou des séances d'études animées par Youniat qui avait remplacé Hunim? A-t-elle parlé des motifs de son arrestation? Et quels étaient ces motifs, si vous vous en souvenez? Toujours sur le sujet de l'arrestation de Hunim. Réponse. D'après mes souvenirs, je savais simplement que Hunim avait avoué être un agent à la solde de la CIA. C'est tout ce que je savais. Mais je ne sais pas en quelle année il a commencé à travailler pour la CIA ou d'autres détails. À l'époque, on savait simplement qu'il était un agent de la CIA. Et ce sont les motifs de son arrestation dont on nous a parlé. Et par la suite, nous nous sommes concentrés à travailler très fort. ការដែលលោកស្រីហ៊ូ
លោកស្រីយុនយ៉ាតដែលមក Question. Vous souvenez-vous quand Madame Yoniat est venue vous dire pourquoi on avait arrêté Hunim? Qui a participé à cette réunion? Y avait-il beaucoup de gens? Réponse. La séance d'études pendant laquelle on a lu les aveux de Hunim était une réunion très importante et beaucoup de personnes y ont participé. Question. Et pendant cette réunion pendant laquelle Madame Yoniat a présenté les aveux de Hunim, donc à l'occasion de cette réunion, a-t-elle dit à ceux qui assistaient à la réunion qui lui avait dit de venir vous parler de son arrestation et des motifs de son arrestation? Réponse. Votre question va bien au-delà de mes connaissances. Je n'ai aucune idée qui lui a demandé de venir nous en parler. Je ne pouvais le savoir. Le procureur. C'est correct, mais la question que je vous posais était la suivante. Au début de la réunion, Madame Yoniat a-t-elle dit qui lui avait permis de parler de Hunim lors de la réunion? Si vous le savez, répondez, sinon on passera à autre chose. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense de Nguyen Chea, vous avez la parole. Maître Sonaroun. Le procureur a déjà posé sa question. Le témoin a déjà répondu. Il a dit que c'était qu'il ne savait pas. Et pourtant, le procureur insiste. Il s'agit d'une question répétitive et qui invite le témoin à tirer des conclusions. Le procureur. Monsieur le Président, permettez-moi de répondre à l'objection de Maître Sonaroun. Le témoin n'a pas répondu à ma question. Ma question était si... En fait, je lui ai demandé au témoin si Yoniat, lors de la réunion, a parlé de cela. Le président. L'objection est dénuée de fondement. La Chambre la rejette. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la question que vous a posée le procureur. Réponse du témoin. Je ne savais pas qui a donné l'ordre à Yoniat de parler de cela lors de la réunion. Le procureur. Ma question est la suivante. Quand Yoniat a lancé la réunion et a parlé de l'arrestation de Hunim, a-t-elle dit qui lui avait demandé de venir vous parler? A-t-elle dit quelque chose qui se rapprocherait de cela? Réponse. Permettez-moi de répondre à votre question afin que vous compreniez. Yoniat l'a remplacé. Elle a parlé de l'arrestation de Hunim. Elle nous en a parlé.
mais je ne sais pas qui lui a dit de venir nous parler. Bon, évidemment, c'était une décision du parti. C'est le parti qui décidait que telle ou telle personne était un agent de la CIA. Et donc, une fois cette explication donnée, nous n'avons plus de doute quant à la disparition de Hunim. Le procureur, merci pour avoir répondu à ma question. Vous souvenez-vous où s'est tenue la réunion? Réponse. Tout ce dont je me souviens, c'est que l'on ait annoncé l'arrestation d'un agent de la CIA. Quant aux séances d'études, je n'y ai participé qu'à 2 reprises. Quant au lieu où se tenaient les séances d'études, elles étaient organisées à 2 endroits, soit dans le bâtiment à côté du lycée Descartes, soit à Borikela. C'était les 2 endroits où on organisait les séances d'études. Je ne me souviens pas si c'était dans le bâtiment à côté du lycée Descartes ou si c'était à Borikela. Le président, je vous remercie, monsieur le témoin, merci les parties. Le moment est venu de marquer une pause. Nous allons suspendre l'audience jusqu'à 10h50. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause. L'audience est suspendue.